je m'excuse, j'ai pris une petite fiche parce que vous avez tous un CV tellement grand que je n'ai pas réussi à te retenir. Donc, monsieur Pierre Fronti, vous êtes chirurgien dentiste, odontologiste et paléo-odontologiste. J'ai pas dit de bêtises? Vous m'entendez là? C'est bon. C'est bon, absolument, c'est ça. C'est ça. Donc, Michel Sapanet, médecin légiste et directeur de l'Institut de médecine légale du CHU de Poitiers. Et pour ceux qui viendront nous voir samedi, très très important, aussi un comédien honoraire pour l'Espace Mendès France, très important. À vous, ça n'est pas évident. Ça vaut le coup de venir, vraiment. Monsieur Conigliaro, je dis pas de bêtises, je l'ai bien dit? Super. Parfait. Responsable de l'unité d'expertise odontologique médico-légale à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale de Paris. Raté. C'était presque ça. Et monsieur Georget, donc, je vous ai mis où? Vous êtes là. Expert en odontologie médico-légale, membre de l'unité gendarmerie d'identification des victimes de catastrophes. Voilà. Et donc vous êtes tous là ce soir aussi parce que, en plus de faire tout ça, vous êtes aussi expert pour les tribunaux et ou maître de conférences à l'université. Et dans le cadre de Noirdyssé, vous êtes là parce que vous êtes également auteur, donc vous les avez devant vous. Vous avez tous les quatre participé aux 2 derniers tomes des cahiers d'odontologie médico-légale. Alors, sur la paléo-odontologie pour M. Sapanet et M. Fronti, et pour les morsures, M. Conigliaro et M. Georget. Alors, moi, je fais que les questions, on a dit, et la première, je suis sûre de ne pas être la seule à me la poser, c'est quoi vraiment l'odontologie? Qui veut s'y coller en premier? Bien, je vais essayer de répondre à votre question. Donc, merci à tous d'être là. Je suis ravi à chaque fois que je viens à Dissé, c'est qu'une fois tous les 3-4 ans, mais je suis ravi quand même parce que je trouve dans la salle à la fois des collaboratrices ou des anciens patients et ça me fait toujours plaisir. Donc, qu'est-ce que l'odontologie? Comme vous l'avez deviné, il y a déjà un certain temps que je n'exerce plus. Je n'exerce plus, mais par contre, je m'intéresse toujours à tout ce qui se passe dans les chemins dérivés de l'odontologie. L'odontologie, c'est la science. Autrefois, on disait la dentisterie, puis la chirurgie dentaire. Et quand on parle de ces questions-là au point de vue scientifique, on va dire odontologie. Voilà, odontos, la dent en grec. Et donc, c'est la science qui s'occupe de tout ce qui concerne la bouche et les dents. Tu veux rajouter quelque chose, Charlie? Par la bouche et les dents, on ne sait pas faire grand-chose. Hein. Non, on ne sait pas faire grand-chose, mais on fait beaucoup de choses avec la bouche et les dents. Évidemment, notre activité principale, c'est de soulager les patients. C'est de les voir arriver dans nos cabinets, plus maintenant pour moi, mais j'ai vécu ça pendant pas mal de dizaines d'années. C'est de soulager nos patients et puis de faire en sorte que toutes les fonctions liées à la bouche et les dents soient restaurées, qu'ils puissent d'abord s'alimenter normalement, qu'ils puissent parler normalement, qu'ils puissent déglutir, qu'ils puissent sourire, qu'ils puissent... Bref, la bouche et les dents correspondent à une zone particulièrement... quel adjectif je vais prendre? Particulièrement importante, on va dire, pour chaque individu. Et donc, nous sommes là pour faire en sorte qu'elle ne se détériore pas et que tout aille bien. En revanche, il arrive, c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière, de m'intéresser à des domaines totalement différents. C'était différent, oui et non. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mes collègues, pas forcément chirurgiens dentistes, mais qui s'occupaient aussi des dents. Et mon voisin, par exemple, qui, avant de faire de la médecine légale, était stomatologiste. Et la stomatologie, c'est également leur centre d'intérêt. Et c'est comme ça qu'il y a une trentaine d'années à peu près qu'on a travaillé sur ces questions. Et donc, si j'ose dire, pendant toute ma carrière, on était là pour soulager les patients, évidemment. Et puis, on s'est rendu compte que les dents continuaient, bien après la mort, à causer à des gens qui savent les faire, à des gens qui savent les entendre. Je veux dire par là que ce soit en médecine légale, où on va avoir des tas de renseignements, rien qu'en examinant la bouche des personnes décédées, on va pouvoir dire beaucoup de choses. Enfin, je ne vais pas faire un cours ce soir, mais simplement résumer. Et puis aussi, quand on va bien au-delà, là, en médecine légale, on est à quelques centaines ou quelques milliers d'années, mais si on va dans des dizaines de milliers d'années en préhistoire,
ou même en paléontologie, dans des millions d'années, on arrive effectivement à faire parler cette partie du corps, et c'est ce qu'il y a notamment dans ce livre-là. Voilà, je crois que je vais m'arrêter parce que les autres ont peut-être des choses à dire. Non, c'était bien, Pierre, hein, c'est bien. Il a réussi à parler de la paléontologie, donc vous êtes sauvé. Bon, pourquoi je suis là? Moi, je suis un médecin légiste. Hein. Voilà. Alors, comme a dit Pierre, de formation stomatologie et chirurgie maxillofaciale, c'est en fait la chirurgie de toute cette partie, de tout le visage, quoi, en gros. J'ai eu la double formation d'emblée. Je suis venu à Poitiers pour faire de la chirurgie maxillofaciale, mais je me suis très vite inscrit sur la liste des experts en tant que médecin légiste. Alors, le médecin légiste, hein, c'est tout à fait ce que vous imaginez. Voilà, en pire. Et donc moi, alors si j'ai des anciens patients dans la salle, ça doit être comme stomato. Parce qu'a priori les autres... alors non, il y en a un qui aurait pu être là. Hein, on en parlait il y a 4 ans, c'est X de 10. Bon, j'ai toujours la tête chez moi, mais enfin la reconstitution de la tête. Je ne sais pas trop quoi en faire d'ailleurs, parce que vous avez remarqué que on devient un peu âgé, voilà, même si on est en pleine forme. Bien sûr, il y aura de la relève, mais il faut avouer que, comme on est relativement connu, bon, les jeunes ont du mal à se faire la place. Oui, hein, ils peuvent attendre un peu quand même. Hein. Voilà. Donc, médecin légiste, vous savez ce que c'est, ouais. Et donc, le médecin légiste est confronté régulièrement à des problèmes d'identification parce que les corps qu'on lui amène ne sont pas toujours dans l'état que vous pouvez, que vous imaginez. De façon habituelle, on pense que l'autopsie, c'est chez quelqu'un qui est finalement un corps en bon état, qui a été massacré à coups de tout ce que vous voulez. Mais il y a des fois, c'est un peu plus compliqué. Hein, la rencontre entre un TGV et une personne humaine se termine dans la salle d'autopsie avec une dizaine de sacs poubelles dans lesquels il y a les restes ramassés par les gendarmes dans la demi-heure qu'on leur laisse pour que ça soit vite fait, bien fait. Et donc dans cet ensemble-là, forcément, il y a des moyens pour identifier les gens. Alors il y a le premier moyen, mais qui est un très mauvais moyen, c'est l'identification visuelle directe, parce que vous croyez que la personne que vous avez en face de vous est, par exemple, totalement au hasard, l'ancien doyen de la faculté de pharmacie, mais pas du tout. Voilà, donc déjà, il faut faire de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est toujours un peu risqué. C'est un mécanisme qu'on a tous dans nos systèmes de fonctionnement, alors de façon plus ou moins bonne. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une excellente mémoire des visages. Il y en a, c'est la mémoire des noms. Et puis, quand on a de la chance, c'est les deux en même temps. Donc là, vous reconnaissez les gens, vous êtes capable de mettre le nom dessus. Puis de temps en temps, ça ne marche pas comme ça. Mais ça, ce n'est pas scientifique. La science, c'est, pour l'identification, c'est l'ADN, bon, les empreintes génétiques. Donc ça, avec Mendes France, on est bien placé pour les explications. C'est aussi les empreintes digitales. Alors ces deux systèmes ayant un énorme intérêt, c'est qu'ils bénéficient de fichiers centralisés. Voilà. Alors on n'exploite pas, c'est vrai, les fichiers des cartes d'identité, les fichiers des passeports, mais on pourrait l'imaginer. Et puis il y a les dents. Alors les dents, l'avantage c'est que c'est très résistant et donc ça résiste au feu, ça résiste vraiment à beaucoup de choses. Et ça reste donc pour le légiste, mais en collaboration avec ses gentils confrères dentistes, parce que tous les légistes ne sont pas comme moi. Moi, j'ai la chance d'avoir la formation dentaire, donc de pouvoir reconnaître, quand vous me donnez une dent, je peux reconnaître de quelle dent il s'agit, maxillaire supérieur, mandibule, côté droit, côté gauche, la première ou la deuxième molaire, etc., etc. Mais un légiste de base, lui, il ne sait pas ça. Hein. Il sait compter et encore. Donc 1, 2, 3 pour les numéros des dents, puisqu'elles sont toutes numérotées. Hein. Voilà, donc on travaille avec eux, hein, forcément. Alors nous, avec Pierre, on est plutôt des praticiens de l'identification quand il y a un corps qui nous tombe dans les mains. Eux, c'est des serial identificateurs.
puisque leur préférence, c'est le crash du Concorde, le tunnel du Mont Blanc, enfin les horreurs en série, quoi. Le tsunami en Thaïlande, c'est lui là-bas. Hein. Bon, il n'a pas tout identifié, hein, mais il a quand même participé. Tu y étais aussi? Et il y était aussi, voilà. Donc vous voyez, 2 fois en plus. Oui, parce que quand on aime, on remet ça, évidemment. Hein. C'est comme les desserts. Et voilà. Mais pour tout vous dire, en fait, en France, il y a plus d'identification à faire au plan unitaire que pour des catastrophes en France. Hein, heureusement, on n'a pas tous les ans un Concorde qui s'écrase. Hein. De toute façon, maintenant, c'est plus possible. Voilà. Donc, le légiste. Donc, vous voyez, après, on passe à un autre exercice, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher en fait, d'essayer de transmettre notre connaissance. Alors, avec les confs, mais avec aussi les bouquins. Ça, c'est des bouquins, c'est pas franchement grand public, même. Vous pouvez les lire, hein. Mais accrochez-vous, parce que le vocabulaire est un vocabulaire technique. Là, on ne fait pas dans les explications. Après, il n'y a pas le pilulier pour dormir non plus. Comment ? Le pilulier pour dormir n'est pas fourni. Non, le pilulier pour dormir n'est pas fourni. Il y a des photos très choquantes. Hein. Vous allez voir des dents avec des caries. Bon, enfin, des choses de la vie de tous les jours. C'est pas les pires. Hein. Et puis, c'est pas les pires. Mais voilà. Alors moi, j'ai une autre marotte, hein, c'est de faire des trucs grand public, mais ça, c'est autre chose. Donc, c'est pas il paraît que je fais bien. Ouais. Tiens, mais je te passe la parole. Bonjour, moi, je suis Aimé Conigliaro, donc je suis responsable de l'unité d'expertise odontologique à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, qui est basé à Cergy-Pontoise. Comme disent les anciens, je suis un des plus vieux, un des piliers de cet institut, puisque je suis rentré pratiquement au début de cet institut et j'ai créé ce service qui demandait à l'époque des dentistes, mais il n'y avait pas de dentistes. Les dentistes voulaient bien sûr travailler, mais travailler dans leur cabinet. Ils voulaient venir de temps en temps voir un petit peu comment ça se passait, mais il n'y avait personne pour pouvoir venir à demeure. Donc, ils ont demandé à un petit prothésiste dentaire maxillofacial de venir essayer de monter un service. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu, j'y suis arrivé avec la force de mes petits poignets. Et j'ai créé ce service et à l'heure actuelle, on est 2 sur place et on est à peu près une quinzaine de chirurgiens dentistes qui travaillent avec nous sur des grandes catastrophes quand on a besoin de ces gens-là. Alors, j'ai un peu plus de 42 grandes missions de catastrophes. Ça, c'est le surplus parce que notre ordinaire, c'est d'identifier des restes humains que les gendarmes retrouvent à longueur de temps, aussi bien sur les plages que dans les forêts, que dans des sous-sols, etc., dans les excavations. Et notre boulot, c'est arriver de les faire parler. J'aime bien l'expression « faire chanter les dents ». Merci, c'était très sympa. Et donc, notre travail quotidien, c'est ceci. Notre travail extraordinaire, c'est les grandes catastrophes. Dans les grandes catastrophes, j'ai participé aussi bien au tunnel du Mont Blanc qu'au tsunami, qu'à Haïti, que les tremblements de terre, que les trains, les avions. Je pense que il me reste plus grand-chose à faire dans ce métier-là. Et donc, les TGV. Même les TGV aussi, même les TGV. Mais alors, ils ont très bien parlé de tout ce qui est identification, etc. Ça, c'est notre quotidien, mais on a eu un dada avec mon collègue ici, c'est les traces de morsures humaines. Les traces de morsures humaines, et ce bouquin qu'on a écrit, qui est quelque chose de fantastique, parce qu'on a même une dizaine d'années à l'écrire. On a une dizaine d'années pour écrire ce livre, et on a pu travailler au fur et à mesure et faire grandir cette spécialité qui sont les traces de morsures jusqu'à ce que les Américains nous envient un peu notre savoir-faire au niveau français. Voilà. Donc, pour vous dire ceci, c'est que la morsure, c'est quelque chose qui est très important dans la mesure où ça fait peur. Ça fait peur. Tout petit, on a peur d'être mordu. Rappelez-vous le loup-garou, le loup qui faisait peur, les loups-garous qui enlevaient les enfants à cette époque-là. Rappelez-vous également toutes ces histoires de vampires, etc., dont on a peur, ces histoires. Et bien, au fur et à mesure, ces histoires qui grandissent, parce que tout le monde se mord. De tout petit, on se mord pour se goûter quand on est gamin. Après, on va se mordre parce qu'il y a des petites morsures amoureuses, quand on est un peu plus adulte. Après, quand on est encore plus adulte, il y a des morsures qui sont sadiques.
on va dire des morsures qui veulent faire mal, jusqu'à l'arrachement d'un morceau de peau qui est très important et qui peut faire très mal, et qui jusqu'à la mort. Donc, c'est ce qu'on essaye de raconter dans ce livre, d'une manière un peu plus scientifique, mais qui nous amène à parler des morsures sur lesquelles on a travaillé un grand nombre d'années. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et, contrairement à... Celui-ci peut se lire un peu plus facilement, mais il y a des images qui peuvent vous choquer. Voilà, tout simplement. Mais autrement, c'est une belle aventure que j'ai partagée avec M. Charles Georget depuis un certain nombre d'années. Et puis, voilà, donc on est arrivé à faire cette magnifique littérature. Moi, je m'appelle Charles Georget. Je viens de l'autre bout du département, mais en Indre-et-Loire. Je viens du Grand Pressigny, exactement, parce que j'ai 2 bouquins qui sont là, dont un sur la paléontologie. Donc, j'ai mis les 2 pieds dedans tout petit. Mais je suis parti, moi, plus sur l'odontologie médico-légale. Et comme le disait Aimé Conigliaro, bah, écoutez, on travaille ensemble. Et puis, c'est pas notre quotidien, heureusement, mais c'est très souvent qu'on part sur des grandes catastrophes. Donc, ça a permis de presque de traverser le monde. C'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est toi qui as le gros sur le cœur parce que tu n'étais pas venu, c'est l'Argentine avec Dropped, les 2 hélicoptères qui s'étaient vraqués en l'air. Ce sont effectivement des choses pénibles, hein. Des journées quand même dures à travailler, mais les soirées, on est obligé, il faut le savoir, hein, on est obligé de rire un petit peu parce qu'autrement, et de reprendre un petit peu la vie. C'est pour ça, moi je suis venu ce soir parce que vous étiez là, hein. Parce qu'autrement j'aurais attendu demain matin si c'était des cercueils, hein. Donc je suis vraiment venu pour vous, hein, sachez-le. Donc, effectivement, on a besoin de rencontrer des gens vivants et de partager quelque chose avec vous. Donc là, ce soir, effectivement, je peux vous dire une chose, c'est qu'on travaille depuis presque 20 ans ensemble, si bien que on n'est pas un couple, hein, mais il y en a un qui commence une phrase, l'autre va la terminer, ce qui fait que nos collègues nous appellent Tic et Tac. On se beurre les tartines le matin, quand même. Tic voulant dire technicien d'identification criminelle, et Tac, c'est l'opposé. Donc les 2 petits écureuils qui bossent, hein. Ils nous retrouvent des fois à 11h du soir dans le labo pour terminer un chapitre, hein. Donc avec Pierre, Michel et Aimé, on en est à notre 8e tome. Donc on est à combien ? 200, on est à 1600 ou 1800 pages d'odontologie médico-légale. Donc on connaît maintenant un petit peu le sujet. On a encore quelques bouquins à faire avant de mourir et de mettre notre peau dans la main de nos jeunes. Hein, mais voilà. Peut-être avez-vous d'autres questions à nous poser ? Oh, pas tant que ça, peut-être. Alors, si, quand même, je pense qu'on s'est peut-être tous posé la question, après 20 ans ensemble, Tic et Tac, ils sont déjà mordus ou pas ? Alors là, je vais vous dire, on ne se mord pas l'un et l'autre. On se mord, ce sont des automorsures. Une automorsure, l'avantage que ça a, c'est que ça laisse des empreintes, mais on ne va pas trop loin parce que ça fait vite mal. Vous pourrez essayer chez vous. Les morsures entre couples, vous pouvez essayer aussi. Hein, et c'est pour ça qu'on a travaillé sur ces morsures, justement, parce que surtout les anglo-saxons, dans les couples, aiment bien se mordre, je pense, mais ça dérive vite au tribunal. Hein, voilà. Donc on a travaillé là-dessus, et il faut savoir pourquoi on a commencé à travailler sur les morsures. C'est que voilà une 30aine d'années, j'avais été appelé sur l'affaire de l'A10. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une petite fille qui avait été tuée sur l'A10, qui avait été retrouvée entre Blois et Orléans. Et donc j'avais fait l'expertise, et en fait, je n'avais pas sorti grand-chose de cette expertise.
dire que c'est une enfant qui avait 3 ans et demi, en gros, que c'était sans doute une femme qui avait mordu, mais ça s'arrêtait là. J'avais à l'époque un petit garçon qui avait 3 ans et demi aussi. Et j'étais très choqué sur la vision des dossiers qu'on m'avait donnés parce qu'elle avait été déjà inhumée depuis 1 an. Mais déjà les photos et l'ambiance étaient quand même assez difficiles à vivre. Et je m'étais promis de trouver une solution. Donc j'ai fait une thèse d'État, une thèse d'université plus exactement, qui m'a amené à écrire 600 pages sur les morsures. Et l'idée était d'en faire un bouquin. Alors, au départ, c'était facile, on allait tout reprendre et on allait tout vraquer comme ça dans un livre. Et en fait, ça a été beaucoup plus difficile que ça, parce qu'on a mis 10 ans pour le faire. On a plus de 300 photos et il doit y avoir à peu près 10 photos qui ne nous appartiennent pas. Donc tout ça, ce sont des affaires que nous avons traitées. Et pour revenir à la petite fille, voilà 2 ans, on s'est fait enfermer dans notre bureau par 2 gendarmes, on peut en parler parce que les personnes ont été prises là, et qui ont fermé la porte et qui nous ont dit maintenant, vous avez un travail à faire, vous n'en parlez pas à votre hiérarchie. Donc on se demandait ce qui allait se passer. Et on vient de retrouver un homme. On a fait l'ADN et l'ADN colle avec l'ADN de la petite fille de l'A10. Donc on est sur le point d'arrêter l'ensemble de la famille. Vous commencez l'enquête. Il faut que ça soit fini pour... on avait 2 mois pour faire ça. Et... donc, la mise en route a été faite et la maman a vraisemblablement été identifiée. Voilà. Donc, on se retrouve avec des données qui sont vieilles de 30 ans. Et pour moi, ça m'a fait tout le rôle parce que j'avais l'impression d'être l'éléphant qui revenait en fin de carrière. J'ai commencé en 82, c'était en 87 et c'était 30 ans plus tard. Je me suis dit, c'est peut-être la fin de ta carrière, mon garçon. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on appelle dans notre jargon, ce que vous avez entendu dans les feuilletons, etc. C'est des cold cases. Voilà, c'est des cold cases sur lesquels on est en train de travailler, on est en train de monter avec les magistrats, etc. Il y a une unité maintenant cold case et on travaille sur ces vieux dossiers sur lesquels, maintenant avec la nouvelle technicité que l'on peut avoir, les nouveaux produits que l'on a, etc., on peut arriver à redonner vie à un ancien dossier et arriver à sortir une affaire. Donc celle-ci en fait partie, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres sur lesquels on travaille à l'heure actuelle et qui, je l'espère, pourront un jour ressortir pour pouvoir identifier vraiment les coupables. Vous parlez du coup de pénibilité de ce genre de travail, on s'en doute un petit peu. Comment on rentre à la maison et on raconte sa journée comment on rentre ça, j'ai une idée. Mais comment on raconte sa journée à sa famille, ses amis, ses enfants ? D'abord, on boit beaucoup. Non, on ne raconte pas. On ne raconte pas. Parce que les familles n'ont pas à être impliquées comme ça. Moi, je me souviens, sur le tsunami, c'était donc une mission gendarmerie. On avait été nommé par le ministère des Affaires étrangères, la gendarmerie, et pour identifier les 75 personnes françaises qui étaient décédées lors du tsunami. J'avais ma femme tous les jours au téléphone. On avait 3 minutes pour se parler parce qu'il y avait toute l'équipe qui vous pouvait parler. Tout allait très bien. Quand je suis rentré chez moi, le frigo était tombé en panne, le chauffage ne marchait plus, mes 3 gamins avaient été malades, ma belle-mère aussi. Enfin, c'était bien de ne pas le savoir sur place. Et moi, je lui ai dit une chose, écoute, comme tu viens de me dire ça, je vais te dire le reste. Un matin, on a été déviés au dernier moment parce que les djihadistes, les musulmans là-bas, avaient voulu faire sauter un convoi, dont le convoi des Français. Donc il y avait une bombe sur la route pour reprendre le pouvoir et faire rentrer chez eux tous les Occidentaux. Donc on ne raconte pas. Bon, moi, j'ai pas des aventures extraordinaires comme ça. Puis ma femme est gynéco, alors je n'en parle que... Bah ouais, elle s'occupe du début et moi, je m'occupe de la fin.
Et donc je ne lui parle de mes affaires que quand j'ai un problème de gynéco. Voilà. Et donc là, oui, je lui demande des choses, mais je raconte pas les histoires, sauf si on me sollicite, mais c'est quand même assez rare finalement. En ce qui me concerne, ma femme étant enseignante, effectivement, il est préférable de... Enfin, ça dépend du type d'affaires qu'on a à traiter, en fait. Parce que ça peut être très variable. Et il y en a certaines qui sont racontables, il n'y a pas de souci, mais il y en a d'autres, il vaut mieux pas, quoi. Donc, on est parti sur l'odontologie, mais on a dérivé sur beaucoup de choses. Avez-vous d'autres questions ? J'ai fait toute une liste. Alors, allons-y. Donc, il n'y a pas de problème. Ça ressemble à quoi une journée de travail alors, classique, on va dire, d'odontologiste ou de médecin légiste? En ce qui me concerne, c'est super, parce que j'ai du temps. Donc, je suis à la retraite, il n'y a pas de souci. Étant en activité, c'est difficile. Quand, par exemple, il y a un crash sur l'autoroute, et je ne sais pas si Nicole s'en souvient, mais que 2 gendarmes viennent à 10h du matin dans mon cabinet un mardi matin en me disant il faut partir sur l'autoroute qui a été fermée, il y a c'est combien, 50 voitures en feu, des camions, etc. Voilà, que faire des patients? Il y en avait un qui avait encore la bouche ouverte, qui était anesthésié. Je lui ai dit on peut peut-être finir ce soin. Alors il m'a dit oui. Et puis après, voilà, je me suis retrouvé sortant de mon cabinet entre 2 gendarmes, et puis direction l'autoroute A10 qui était fermée. Donc on y est resté du mardi au samedi. Donc c'est mon assistante qui doit se charger d'expliquer aux gens. Il a été emporté par les gendarmes, et puis voilà, il faudra revenir la semaine prochaine. Bon, ceci étant, ça c'était un cas un peu exceptionnel, mais pour les affaires plus courantes, comme X-Odyssée par exemple, 93, c'est ça, on a dit tout à l'heure. Donc pour X-Odyssée, on a eu du temps, heureusement d'ailleurs, parce qu'on a travaillé beaucoup là, avec mon voisin, avec les gendarmes, et on lui a fait dire beaucoup de choses, mais on ne sait toujours pas qui il est, quoi. Voilà, c'est ça. Michel, tu as quelque chose à rajouter? Alors, la journée type du légiste, ça a beaucoup changé. Il faut que vous preniez conscience que moi, quand j'ai commencé donc en 1985, vous aviez dans chaque département 1 ou 2 médecins qui avaient une activité principale et comme activité accessoire, la médecine légale. Et finalement, il y avait relativement peu d'affaires à traiter tous les ans. Donc, c'était finalement l'activité d'un praticien dans sa spécialité, dérangé de temps en temps pour faire autre chose. Et puis, avec les années et avec les réformes qui ont concerné l'organisation de la médecine légale sur tout le territoire, on a organisé la médecine légale de telle façon que toutes les autopsies judiciaires soient centralisées sur les CHU. C'est-à-dire que le CHU de Poitiers est compétent pour 4 départements. Et donc là, on a des services qui ont été créés avec des gens qui ne font plus que ça. Donc du coup, le travail n'est plus du tout le même. Ces structures se sont étoffées, on a fait beaucoup de recrutement, et donc maintenant on travaille comme un service hospitalier finalement, avec un tableau de service, et vous savez que tel jour vous allez faire consultation de victimes de violences, le lendemain vous allez faire les autopsies, il y en a un qui va être en réserve pour aller sur une scène de crime aussi bien à 14h qu'à 1h du matin, et donc le travail est profondément transformé. En fait maintenant on n'est plus dans cette organisation d'urgence où finalement on abandonnait tout pour faire quelque chose d'urgent, de particulier en médecine légale. Donc il y a ce travail de fond. Alors le travail de fond, l'autopsie, c'est un acte technique, donc ça se passe dans les salles d'autopsie. Les consultations de victimes, ça se passe dans des locaux de consultation tout bêtes. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas, c'est que le légiste passe beaucoup de temps à écrire. Alors pas des ouvrages spécialisés, pas des polars, non, mais à écrire des rapports, puisque tous les actes de médecine légale, quels qu'ils soient,
y compris d'ailleurs l'identification d'un corps, y compris lorsque c'est un chirurgien qui le pratique, un chirurgien dentiste. Toutes ces activités se terminent par un rapport écrit. Et donc, en fait, on a des journées réservées pour la rédaction des rapports. Sinon, on n'a jamais le temps. C'est-à-dire qu'on court après et on ne travaille pas correctement. Donc, vous imaginez que on voit de plus en plus d'activités sur les victimes vivantes, puisque c'est quelque chose qui est en train de se développer avec les prises en charge des victimes d'agressions sexuelles, les violences conjugales, les enfants victimes, etc., etc. C'est un travail qui commence à envahir le secteur de la médecine légale. Et puis, à côté de ça, on a donc ce travail d'autopsie et les travaux de rédaction. Et en gros, on peut considérer qu'on passe un tiers de notre temps derrière l'ordinateur à écrire, et puis le reste se partageant en fonction du tableau de service. Voilà à quoi ressemblent les journées des légistes maintenant. Alors, la journée d'un expert en odontologie médico-légale à l'IRCGN, c'est le matin, bien sûr. On arrive au boulot avec plein d'idées, mais on n'y arrivera jamais à faire ce que l'on a envie de faire parce qu'il y a plein d'autres idées qui arrivent. Il y a des coups de téléphone qui arrivent de tous les côtés, de gendarmerie, de l'ensemble du territoire pour telle ou telle affaire, telle mission, tel libellé à donner, etc. Des corps qui arrivent, des restes osseux qui arrivent. Et parmi tout ça, on essaye de dépatouiller, de faire de distribuer un petit peu ces tâches-là. On n'est que deux, donc ça va très vite. Et ensuite, à un moment donné, on reçoit un coup de fil en disant « il y a 2 hélicoptères au Mali qui se sont crashés. Et donc, il y a 13 morts au Mali. Donc, on a 2 heures pour préparer notre mission et partir. » Par comment, etc. Donc, on prépare tout, on laisse tout tomber, on prépare tout. Et on nous amène sur une base où, pour la première fois, on a, ça c'était la belle chose, on a l'avion présidentiel, le jet présidentiel qui est là pour nous amener au Mali directement. Une équipe de 6 personnes, un spécialiste en ADN, un spécialiste d'odontologie, un spécialiste d'empreinte digitale, un chef, et voilà, royal. Et je vous dis que l'avion présidentiel, quand vous montez dedans, c'est un bijou. C'est un bijou parce que c'est un hôtel grande classe avec des nappes qui sont blanches. C'est pas le petit repas plateau, c'est le truc avec les couvercles, etc. C'est les bons vins, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Le retour est plus différent. Le problème, c'est qu'on a une mission, et cette mission, on part un lundi et on nous dit que le dimanche qui arrive, il faut que les corps soient dans l'enceinte des Invalides pour leur rendre un hommage national. On ne sait pas ce qu'on va trouver encore, etc. Donc, toutes les journées que l'on a passées matin et soir, c'est arriver à identifier des corps. Alors, comme dit Michel, ce n'est pas des corps comme vous pouvez imaginer, c'est des corps qui sont crachés d'hélicoptères, qui sont avec des démembrements, avec des crémations très très importantes, avec des morceaux un petit peu partout. Et malgré tout, il faut arriver à identifier ces personnes-là pour qu'elles soient présentes le jour des Invalides. C'est ce qu'on a fait pendant une semaine. Elles étaient présentes le jour des Invalides, mais on n'avait pas dormi on a dormi par la suite. On n'a pas pu dormir auparavant. Voilà, ça c'est la journée de mon boulot en général et en particulier. Moi aussi, je suis parti au Mali. Mais je suis parti au Mali avec un avion militaire. Ce n'était pas l'avion présidentiel. Je suis revenu, moi, avec un avion militaire, ça n'a rien à voir. Mais je suis revenu avec un avion militaire aussi. Donc le départ, vous ne connaissez pas les avions militaires? C'est de la toile. Vous voyez une 2 chevaux. Là, il y a des... Mais là, c'est juste de la toile, comme ça, comme un transat. Et vous êtes dans le sens... vous n'êtes pas dans le sens avant-arrière, vous êtes sur le côté, comme ça. Prêt à sauter avec un parachute. Donc, j'avais la chance d'avoir ma collègue qui était à côté de moi, qui avait envie de vomir. Donc, tu m'emmènes aux toilettes? Oui, pourquoi pas. Donc les toilettes, c'est vraiment la douche. C'est comme ça. Et puis, dans certains cas, il y a les cercueils qui reviennent avec vous. Donc, vous enjambez le plus du mieux, le plus naturellement possible, sans toucher au cercueil. Mais voilà un petit peu ce que c'est aussi.
Mais la journée du dentiste ou du chirurgien dentiste ou d'odontologiste médico-légal, je vais y arriver, sur une catastrophe, c'est comme celle du médecin, il faut aller vite. Il faut dégager le plancher le plus rapidement possible. Quand vous êtes sur une autoroute, il faut que l'autoroute, comme c'était arrivé sur la 10, il faut que le lendemain ou le surlendemain, ça puisse être mis à la circulation. Et là, c'était pareil, on avait des problèmes sur le tsunami. Il y a eu 25 jours, c'était des sessions de 25 jours. Donc c'est pareil, c'était 15 autopsies par jour. C'était pas 14, c'était pas 16, c'était 15 par jour. Et il y avait 4 équipes qui travaillaient et chaque équipe devait faire 15 autopsies par jour. Donc on commençait le matin à 6 heures. On avait juste un petit truc pour manger, un petit sandwich rapide et on terminait vers, c'était 15h30, je crois, quelque chose comme ça. Donc après on avait besoin de se reposer, on sortait le soir. Vous comprendrez que 25 jours à ce tarif-là, ça ne peut pas aller. Bon. L'arrivée, c'est quoi? C'est qu'on a les psychologues qui nous attendent. Donc c'est important, ça, parce qu'on ne serait plus là depuis longtemps. On serait jeté dans le clin. On aurait perdu la tête chez M. Sapanet, et puis c'était bon. Mais non, mais effectivement, pour être un peu plus sérieux, on a besoin des psychologues qui sont là, qui nous remettent un petit peu d'aplomb, comme l'ostéopathe pourrait le faire. L'écriture, c'est un moyen aussi de lâcher un petit peu prise sur tout ce que vous voyez, ou c'est juste une autre passion? Pas du tout, parce que c'est vraiment... on replonge dans le travail, là. On ne raconte pas notre histoire. Là, on raconte des faits de médecine légale, des techniques de médecine légale. On développe. C'est pour ça que ça nous a demandé longtemps. Parce que nous, les morsures, au départ, les gens, ils dessinaient comme ça la morsure. Vous preniez 4 personnes, même du même métier, il n'y en avait pas un qui dessinait pareil. Donc, quelle est la crédibilité de cette chose-là? Donc, avec Aimé Conigliaro, on a travaillé justement 10 ans à passer à l'informatique. C'est-à-dire qu'on n'avait plus la main sur le crayon, mais on passait sur des choses où on ne pouvait pas nous dire oui, mais... Non, ce sont des coupes je peux vous faire des coupes, je vous explique la technique à n'importe qui. En vous suivant la technique, on aura les mêmes résultats, donc une répétabilité des résultats. Donc ça, c'est notre travail. Non, ça ne lâche pas spécialement, mais après, oui, c'est ce qu'on vous dit. On est obligé de lâcher. En fait, il faut distinguer les ouvrages techniques et le grand public, parce que les ouvrages techniques, on est dans le boulot. On se prend la tête sur des virgules dans le texte. Oui, et puis on a des caractères affirmés tous les 4. Alors quand il y en a un qui tient à une phrase particulière et que les autres lui disent bah, « écoute, t'es gentil, mais le lecteur, il ne va pas te comprendre. » Bon, voilà, on est obligé, n'est-ce pas Pierre, de... totalement au hasard. Totalement au hasard. Voilà. Mais l'ouvrage grand public, c'est autre chose. Oui, vous en avez écrit des ouvrages grand public, les chroniques d'un médecin légiste. Oui. Du coup, pour vous, c'est une méthode de... Alors, c'est un plaisir. Et c'est pas du tout né d'une volonté d'évacuer les problèmes, puisqu'en fait, c'est né d'une rencontre avec un journaliste au départ, qui, dans une réunion professionnelle tout à fait sérieuse, on était le soir, on était une vingtaine, on a fait un tour de table. Ah, vous êtes légiste, vous devez en entendre des belles, en voir des belles, etc. Racontez-nous. Puis lui, il est arrivé quand je lui ai raconté mes histoires. Il me dit, c'est fantastique, il faut que tu les écrives. Il dit, moi, je sais écrire les trucs techniques, je ne sais pas écrire les histoires. Il dit, tu les écris comme tu les racontes. Voilà. Et en fait, c'est parti de là. Après, je lui dis, ouais, mais moi, les éditeurs, tu comprends... Bon, les éditions Atlantiques, ça va, parce que je suis à Poitiers, puis qu'ils n'ont pas le choix quand on leur propose un truc, ils sont bien obligés de le publier. Mais le grand public, il me dit non, mais t'inquiète pas, je te trouve un éditeur. Et puis il a trouvé, il y a un mois plus tard, il y avait un éditeur qui débarquait à Poitiers
pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient tirer d'un médecin légiste qui racontait des histoires horribles. Voilà. Et donc après, c'est un jeu, puis on aime bien en faire, on aime bien écrire, et puis on aime bien le public, on aime bien rencontrer les gens, raconter les histoires. Mais pour moi, c'est une activité dérivée, mais ça ne me sert pas à évacuer. Et comment on tombe dans l'activité primaire, du coup? Comment on devient médecin légiste, odontologiste? Oui, alors bon, vous l'avez voulu, hein. Bon, tout petit déjà, j'aurais bien étranglé ma sœur, bon, etc., etc. En plus, c'est vrai. Mais bon, elle était chiante, mais bon. Puis j'étais le roi à la maison, et puis elle est arrivée 5 ans plus tard, c'est fou le bordel, vous vous rendez pas compte. Elle vous pique votre chambre, elle vous pique vos parents, bon. Je pourrais la raconter comme ça. Voilà, alors là, c'est l'inconscient, patati patata. Je ne sais pas pourquoi on devient légiste. Moi, je sais que ça a été déclenché par une rencontre avec un crâne. Alors donc, pas celui de mes confrères, hein, puisqu'ils sont toujours vivants. C'était un crâne sec dans une petite boîte, et c'est un flic qui venait, mais un flic, alors pas le flic de base, un flic avec un crâne, hein, plein. Voilà. Et il avait besoin de savoir quel pouvait être le visage de cette femme, puisque c'était une femme jeune, qu'on avait retrouvée criblée de coups de couteau en état de putréfaction très avancé. Donc, en gros, il restait que les os et les vêtements, quoi. Dans un magma, parce que c'est pas propre, hein, ça sort pas du pressing. Hein. Chez nous, c'est vous avez tout. Hein, voilà. Alors après, ça dépend du temps qui est passé, mais l'odeur varie de l'époisse au thé au beurre de yak, ça dépend. Hein. Voilà, c'est bon le thé au beurre de yak aussi. Mais voilà. Et donc, vous l'avez voulu. Bon. J'assume. Et donc, je faisais ma chirurgie maxillofaciale. Et j'étais à Nantes chez un mec qui a une réputation internationale qui s'appelle Jean Delair, qui était le roi des ostéotomies du visage, c'est-à-dire les gens, par exemple les gens prognates, ceux qui ont un menton très en avant, on les opère on démonte le visage et on le remonte autrement, en gros. Voilà. Et donc moi, ça me fascinait, c'est ça que j'ai fait après, je me suis formé à ça. Mais ce jour-là, j'ai mon patron qui a commencé à raconter que la Minette, rien qu'en regardant, hein, la Minette, elle avait les pommettes légèrement saillantes, une lèvre supérieure plutôt courte, un sillon entre la lèvre inférieure et le menton qui était bien marqué, l'orientation des yeux qui était comme ceci, la forme du nez qui était comme cela. Bon, mais bon, c'était le chef, hein, c'était mon patron, donc respect. Et puis, à cette occasion, j'ai bavardé avec le flic en question. Après, ils en ont fait un portrait robot, mais ça n'a pas donné le succès escompté, mais ça fait rien. Et avec ce flic, j'ai parlé de médecine légale. Enfin, c'est lui qui m'a parlé de médecine légale. Voilà. Ouais, que c'était fantastique, les médecins légistes, patati, patata, etc., etc. Mais je n'avais pas imaginé les asticots. Voilà. Il l'avait gardé pour la fin, ça. Monsieur Fronti? Oui, je veux préciser que pas plus tard que ce matin, j'étais dans le bureau de mon voisin, Michel Sapanet, et qu'on est en train de travailler sur un article. On est en train de travailler sur un article scientifique depuis des mois, et c'est vrai que, peut-être avec les années aussi, pour expliquer la chose, quand on est plongé dans un travail vraiment scientifique, on a du mal, on a le nez dans le guidon, comme je te le disais ce matin, on a du mal à voir les choses d'un peu plus haut. Et le fait de travailler avec des collègues qui n'ont pas forcément la même formation que nous, mais qui connaissent très bien le sujet, permet de faire bouger les choses. Et c'est vrai que là, on parle d'actuel, mais quand on nous ramène un petit morceau de mâchoire avec cette dent qui s'appelle Abel, qui est le premier australopithèque qu'on a trouvé donc à l'ouest de la Rift Valley, là où la fameuse Lucie avait été trouvée par Coppens et les autres, et qu'à partir de ces 7 dents, on reconstitue, on a retrouvé après un bout de maxillaire supérieur, donc on reconstitue la mâchoire en entier, le haut et le bas, et puis ensuite qu'on extrapole et qu'on arrive à avoir une tête et à mettre des muscles, à mettre une peau là-dessus et à faire un crâne qui semble être celui de cet australopithèque quand il vivait. Là, on s'éloigne de la science,
mais vraiment, on se fait plaisir parce que les méthodes d'identification sur l'actuel, sur le vivant, donnent de très bons résultats quand on a les os en bonne place. Mais quand on l'applique effectivement après sur des fossiles très très anciens, ça devient plus compliqué. En revanche, pour Toumaï, là, ça a été plus facile parce qu'on avait pratiquement tout le crâne et simplement il était déformé. Il a fallu le remettre. Vous savez, quand on reste pendant des milliers, des millions d'années dans le sol et qu'on subit les contraintes de l'environnement, il peut se passer beaucoup de choses, même si les dents sont très résistantes. Il y a quand même des modifications qui se produisent. Ceci étant, je vous parle de ces australopithèques parce que avec Michel Brunet, qui n'est pas là ce soir, quand j'avais fait il y a une trentaine d'années un DU de paléontologie avec lui, et on ne s'est jamais quitté. Et de fait, on a pu, chaque fois qu'il avait, lui, des dents ou des os de primates, en se posant des questions dessus, il m'appelait, et vice-versa. Et donc, ce que je veux dire simplement, c'est que la transdisciplinarité est une activité vraiment extraordinaire. Avoir des gens qui ont des formations différentes et qui travaillent sur le même secteur anatomique permet de faire bouger les choses. C'était ça, disons, le plus important dans ma carrière. Tu n'as pas dit comment tu étais arrivé là-dedans? Alors, je suis arrivé là-dedans simplement étant chirurgien dentiste en centre-ville de Poitiers. Mon côté peut-être curieux m'a engagé à aller voir ce qui se passait dans ces chemins détournés, qu'il s'agisse de la médecine légale, qu'il s'agisse de la paléontologie. Et effectivement, quand je suis venu te voir au CHU, qui était au 2e étage, il y a une trentaine d'années de ça, et que on a travaillé sur un premier crâne, je veux dire, il y avait un orifice d'entrée, un orifice de sortie, là aussi. Et puis Michel me dit, je lui dis, mais alors quel est le trajet de la balle? Il dit, c'est pas un problème. Alors il sort de son bureau, il y avait un philodendron avec un beau tuteur, il enlève le tuteur, il l'enfile dans le crâne, on fait des photos, et comme ça on avait vraiment la position exacte du tracé de cette balle. Ça, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais bon. Et donc tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé mon métier. Hein. J'étais pas un fan comme certains, travailler de 6h du matin à 10h du soir, c'est vrai. Ma femme étant enseignante, j'aimais bien les vacances scolaires aussi, donc je partais régulièrement à ces moments-là. Mais et inversement, j'avais la chance d'avoir une associée aussi qui est une femme exceptionnelle. Et là, par contre, c'était prévu d'avance, c'est pas comme pour l'autoroute. Quand je partais pendant 6 mois dans le désert tchadien pour chercher pour faire des levées de fossiles, on va dire, non pas des levées de corps, mais des levées de fossiles, et ben on se rend compte que là aussi, c'est à peu près le même travail. Les conditions sont difficiles, mais il y a 2 moments où il fait très bon, hein, en plein désert, au nord du Tchad. C'est entre 9h et 10h30 le matin, et c'est au coucher du soleil. Le reste du temps, c'est très, très difficile. Il fait 40 à l'ombre, sauf qu'il n'y a pas d'ombre. Alors l'ombre, il faut la faire. Donc on tire une toile entre 2 véhicules. Alors le grand chef, lui, il a droit à voir les 20 cm d'ombre qu'il y a le long du véhicule. C'est la meilleure. Et puis nous, on essaye de se mettre là où on peut. Mais on a des techniques quand même. Là, mais ça ne dure pas longtemps. Hein. Quand on est parti, on avait droit, depuis N'Djamena, à quelques canettes de bière. Et ces canettes de bière, là, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien à 300 km à la ronde. Comment faire pour la rafraîchir? Eh bien, on a trouvé la solution, enfin peut-être que d'autres avant nous l'avaient trouvée. On a droit à un tiers de seau d'eau pour 3 jours. Bon, donc cette eau, elle est. Mais il faut très peu d'eau, hein, en fait, pour se laver les dents. Un demi-verre d'eau, vous pouvez vous laver les dents. Hein. Donc, et puis en fait, dans le désert, on ne se salit pas. Parce que ça s'évapore au fur et à mesure, donc on ne se salit pas. Et donc, pour en revenir à ma canette de bière, vous l'entourez avec du papier hygiénique. Ça, il y en avait une grande quantité de papier hygiénique pour entourer les fossiles. Vous la mouillez avec l'eau de vaisselle, pas d'eau propre. Vous la mettez sur le toit de la voiture en plein soleil, et un quart d'heure après, vous buvez de l'eau fraîche, parce que
évidemment, le passage de l'eau donc qui va passer à l'état gazeux produit du froid et vous buvez une bière qui est à peu près fraîche. Je pourrais en raconter d'autres, mais je vais quand même laisser la parole. Pourquoi j'en suis là, moi? Ben, bizarrement, moi, c'était vraiment... Je voulais pas venir, finalement. J'étais bien dans mon boulot, moi. J'étais chef de laboratoire de prothèses dentaires et de maxillofaciales. J'ai fait militaire, bien sûr. Hein. J'étais dans le service de santé des armées. Et je faisais aussi bien les hôpitaux, les laboratoires d'hôpitaux en France et outre-mer. Donc j'ai fait pas mal de laboratoires outre-mer dans des contrées très agréables, hein, comme la Nouvelle-Calédonie, comme Madagascar, etc. J'étais très bien. Et puis un jour, j'étais à Bégin en tant que responsable du laboratoire de prothèses. Et puis j'ai un gendarme qui est venu et qui voulait s'entretenir avec moi. Je ne sais pas pourquoi, moi j'en sais rien. Et qui m'a dit, écoutez, on est en train de monter un laboratoire scientifique, un laboratoire de criminalistique scientifique, et il nous manque quelqu'un qui ait des connaissances dentaires. Je dis, ben oui, mais vous n'avez pas été voir de dentiste? Il dit, on a été voir, mais personne ne veut venir. Personne ne veut venir. Ils veulent bien venir de temps en temps comme ça, mais créer et monter ce laboratoire, personne ne veut le faire. Donc on a pensé à vous. Écoutez, vous venez, vous voyez ce que vous pouvez faire. Si ça marche, ben, vous avez 1 an pour le monter. Si ça ne marche pas, on vous remet exactement à la même place d'où vous veniez. J'ai dit, alors bêtement, j'ai dit oui, bêtement. Et là, quand je suis arrivé la première fois, en plus c'était le jour de mon anniversaire, c'était un 7 septembre, je m'en souviens. Un 7 septembre, j'arrive, et puis on me dit, tiens, mets-toi ce gros masque. Un gros masque, un énorme truc. Et ils sont en train de... On a besoin de toi pour une identification dentaire, alors que je ne savais même pas de quoi on parlait. Et on avait une pièce, c'était à Rosny-sous-Bois, à l'époque le laboratoire était à Rosny-sous-Bois, on avait une pièce en entomologie où ils faisaient des élevages de mouches, des élevages de mouches pour savoir dater à peu près l'heure de la mort d'une personne. Et donc, je rentre dans cette pièce, malgré le masque, c'était une vision d'horreur, il y avait un sac mortuaire ouvert avec des restes humains qui étaient là, ça baignait dans un liquide, mais un truc de malade. Et puis il y avait toutes les mouches dans les élevages qui bourdonnaient comme des malades. Et je vois ça, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tout le monde me dit bonjour, mais c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et moi, je suis rentré là-dedans. Je dois faire quoi? Ben, tu vas t'occuper de ce qui reste au niveau dentaire et tu vas nous faire un relevé dentaire. J'avais jamais vu ça de ma vie. Moi, j'étais avec mes petites prothèses. Et donc, quand je suis sorti de là, je ne savais pas si je devais partir, rester, rire, pleurer. Je ne savais rien, j'en savais pas. Et le lendemain, bien sûr, accident de train à Port-Sainte-Foy, un accident de train, un train qui était rentré en 97 avec un camion-citerne. Et donc, on me dit, il faut aller, habille-toi, on va sur le terrain. Je dis, pourquoi faire? On a des gens identifiés. Bon, je suis là, on y va en train, bien sûr. Là-bas, les gendarmes nous attendaient. J'avais amené une petite mallette comme ça. Et puis, je vois les gens. Alors, à l'époque, ça se faisait comme ça. Je vois les gens qui avaient installé une table à l'extérieur avant de rentrer dans le train avec des bouteilles d'alcool blanc. Je dis, qu'est-ce que vous faites avec ça? On va boire un coup parce que tu vas en avoir besoin. À l'époque, ça se passait comme ça. Donc, c'était de l'agnole. On a bu un coup et puis j'ai été là-dedans. Et puis quand on est rentré là-dedans, vision d'horreur, bien sûr, il y avait des corps de tous les côtés qui étaient à droite, à gauche, etc. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ce métier petit à petit. Donc j'étais dans le bain de suite, hein. On ne peut pas dire quoi, de suite. Et c'est comme ça, et ce n'est pas des blagues, qu'il a identifié ma voisine de vacances. Voilà. Je ne connaissais pas Aimé à l'époque, mais je connaissais ma voisine. Et moi, c'est une autre histoire aussi. C'est des histoires de vie, en fait. Moi, j'étais enfant de chœur. J'avais des copains qui faisaient les mariages. Moi, on m'avait affecté aux enterrements. C'est pas poli ce que je vais vous dire, mais je m'emmerdais à 100 sous de l'heure. Je regardais, et c'est pas des blagues, une araignée une fois qui descendait sur le catafalque. Et à part ça, je me suis aperçu que j'avais peur parce que je ne savais pas ce qu'il y avait dans la boîte. J'étais tout petit. La mort, je ne l'avais jamais vue vraiment en face, sauf cachée dans une boîte. Et
Donc après, on allait au cimetière, on mettait ça à la personne dans le trou. Le prêtre donnait la dernière onction. Et je me suis mis à avoir peur de la mort. Bon, comme j'habitais dans un coin où Pierre Fronty aurait aimé vivre, parce qu'il y avait des gens qui étaient morts depuis très 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 longtemps, je me suis mis à rentrer dans une équipe de bénévoles comme ça pour faire des études. J'étais en début de médecine pour faire des relevés sur un cimetière mérovingien. Parler de médecine, première année de médecine, qu'est-ce qu'on fait? On vous met devant des personnes qui ont été disséquées de façon à ce qu'on apprenne l'anatomie. Donc, comme tous les garçons du groupe, on avait mis les filles devant, nous on était derrière, on ne regardait pas. Sauf que j'avais vu le visage et je partais en colonie de vacances comme infirmier et que j'avais retrouvé le visage d'une dame qui ressemblait à cette dame. Et elle avait une boîte avec un oiseau dedans, mais tout pour pas aller. Donc j'ai fini une médecine et puis je me suis dit que j'allais peut-être faire odontologie médico-légale pour peut-être démystifier un petit peu de cette chose-là. Et on n'apprivoise jamais la mort, mais j'ai déjà compris un peu le mécanisme, que c'était peut-être pas drôle, mais que c'était vivable à côté. Tant qu'on était debout, c'est ce qu'il fallait, pas se laisser avoir. Puis là, on arrive à des âges où, un de ces jours, pas vous, pas tout de suite, mais nous, on allait y passer, mais ça passe déjà beaucoup mieux. On s'y habitue. Donc ça a été mon début de carrière, ce sera sans doute ma fin de carrière aussi, mais c'est toute une vie. On va peut-être pouvoir passer aux questions du public. Non, mes questions étaient vraiment trop bien, du coup vous en avez plus, c'est ça? Est-ce à vous parfois d'expliquer aux familles? Est-ce vous qui rendez compte aux familles parfois qui devaient retisser des liens avec les vivants, entre guillemets? Alors, jamais. Jamais, pour une raison très simple. C'est que l'action du légiste, elle s'inscrit dans le code de procédure pénale. Nous sommes au stade de l'enquête et l'enquête est secrète. Et donc, quelles que soient les difficultés que ça puisse poser à la famille, le principe est de ne pas avoir de contact, ne serait-ce que parce que, de façon générale, 7 crimes sur 10 proviennent de l'environnement proche. Voilà. Donc, alors c'est parfois très difficile. Exceptionnellement, il peut arriver qu'effectivement, avec l'accord du procureur de la République, ou dans des circonstances particulières, comme les circonstances de catastrophe, où on est plus dans un accident, même s'il y a des responsables, on est plus dans un accident que dans des homicides. Là, effectivement, on peut donner des explications. Après, les familles peuvent avoir les rapports d'autopsie à condition que le parquet soit d'accord, à condition que le procureur soit d'accord. Mais à Poitiers, on n'a pas cette approche d'un contact avec la famille pour expliquer, pour consoler, etc., etc. Ne serait-ce que parce que, je vous le redis, vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Quand on va sur une scène de crime et qu'il y a... Enfin, moi, j'ai beaucoup de souvenirs comme ça, où vous avez le malheureux papy qui a été égorgé pendant son sommeil par un vilain cambrioleur, et puis il y a sa fille qui est plus ou moins en pleurs dans un coin. Bon, bah oui, mais au terme de l'enquête, c'est la fille qui l'a tué. Donc on imagine comment les rapports entre la famille et le légiste. Donc ça, c'est pas possible. Voilà, à ce titre-là, je pense que ce n'est pas souhaitable. Bon, puis après, ça nous protège. Parce que les rares fois où on l'a fait, nous on l'a fait pour l'accident de l'autoroute A10 en 2002, où ces messieurs ont participé à l'identification, puis après ils nous ont abandonnés avec les familles pour qu'on donne les explications. On avait prévu l'accueil des familles, donc il y avait le procureur de la République, il y avait Pierre,
il y avait un officier de police judiciaire, un gendarme, il y avait ma secrétaire et puis moi. Et donc on expliquait aux gens comment ils étaient morts, pourquoi ils étaient morts. On ne parlait pas des responsables, mais on leur expliquait comment on les avait identifiés, parce qu'ils étaient tous cramés. Alors cramés à des stades variables, mais un corps carbonisé, vous ne pouvez pas l'identifier comme ça, il faut des techniques scientifiques. Et les demandes des familles étaient souvent « on veut voir le corps ». Oui, on imagine. Bon. Et donc tout notre rôle, c'était en fait, on ne voulait pas qu'ils les voient. Mais on avait dit, on le fera, si vraiment ils insistent, on le fera. On avait mis au point une espèce de stratégie, on expliquait d'abord qu'ils n'avaient pas eu le temps de souffrir, ce qui était exact. Deuxièmement, qu'ils n'avaient pas été carbonisés vivants, mais qu'ils étaient morts avant des conséquences du traumatisme. Bon, et ça, on pouvait le dire pour chaque cas, et on pouvait l'affirmer de façon certaine, confirmé par les dosages de monoxyde de carbone et de choses comme ça dans le sang. Et puis après, on disait, voilà comment on l'a identifié. Donc il était dans telle voiture. On sortait les coupures de presse, parce que la presse avait tout en vue aérienne, en schéma, tout. Donc c'était très pratique. Il était dans cette voiture. Donc vous voyez, dans un magma noirâtre, des 50 véhicules impactés les uns contre les autres qui avaient pris feu après. Donc on avait le corps. On ne montrait pas le corps, bien évidemment, mais on sortait les objets personnels. Donc les alliances, les montres, les cartes. Et là, il s'apercevait que la carte de crédit, elle était à moitié cramée. Donc le chemin se faisait progressivement. Voilà. Et donc, il n'y en a qu'un qui a voulu vraiment. Et lui, on lui a dit, écoutez, on va vous montrer la radio du genou de votre frère. Voilà. Bon, il y avait le genou, mais il y avait un bout de jambe, un bout de cuisse, puis plus rien aux deux extrémités. Et donc là, il a dit, ça va, j'ai compris, je ne veux pas le voir. Voilà. Mais le problème, c'est que nous, on a été exposés pendant des heures aux gentilles familles, et que c'était un peu... c'était forcément... vous avez des gens qui pleurent en face de vous, il y a une détresse terrible. Alors d'accord, on a la cellule médico-psychologique qui est un peu plus loin, mais c'est pas facile à vivre, quoi. Donc, voilà. Donc, pas trop de contact le moins possible, on va dire, pour des raisons de sécurité, de secret professionnel, de secret de l'enquête. Et puis, je vous dis, parce qu'on ne sait jamais, dans une affaire, vous ne savez jamais qui a tué au départ. Vous avez un mort, vous avez son identité dans le meilleur des cas, mais après, ça peut se compliquer très vite. Oui, en matière de catastrophe, c'est pas totalement différent, mais c'est différent quand même, parce qu'on a une équipe antémortem. Cette équipe antémortem, elle va être exposée, parce c'est peut-être le plus dur d'ailleurs, parce qu'elle va voir sur un avion, ça peut être 120, 130, 150 personnes à voir. Oui, non, mais généralement, oui. En plus, oui. Généralement, on essaie de voir une personne par famille, mais des fois, c'est même plus. Et donc, c'est quand même éprouvant pour les questions que peuvent poser les familles. Ils ont des désirs aussi de réponses qu'on ne peut pas amener sur certaines choses. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est qu'on ne sait pas au départ. Donc ça, c'est toute une équipe et qui ne fait que ça. Téléphone aux médecins, téléphone aux dentistes traitants, téléphone aux familles, téléphone aux proches. Et puis de l'autre côté, vous avez l'équipe post-mortem, ceux qui partent sur les lieux de la catastrophe et qui vont faire les identifications, ou une approche d'identification. C'est-à-dire qu'on va relever tout ce qui est post-mortem, tel qu'on a trouvé le cadavre, ou les cadavres. Et puis ensuite, une fois qu'on a des données anté-mortem et post-mortem, eh bien là, il y a une réunion de synthèse avec des gens qui vont travailler, des dentistes, des médecins, des accidentologues, des toxicologues, toute une tripotée de gens qui sont là, qui vont apporter
des données pour l'identification de ces personnes. Donc c'est 2 travaux un petit peu différents par rapport aux travaux, on va dire, d'une identification unitaire sur papy qui s'est fait trucider par sa petite fille. Pour compléter ce que viennent de dire mes camarades, au niveau de l'autoroute, effectivement, le procureur a tenu à ce qu'on soit présent le samedi matin auprès de toutes les familles, en fait. Ils sont passés les uns après les autres pour dire toute la vérité. En sachant qu'effectivement, c'était impossible de leur montrer le corps. Et on avait, comme disait tout à l'heure Michel, toute une série de stratagèmes depuis l'article de journal, le schéma du corps en montrant ce qui restait. Et puis la première question qu'ils nous posaient, c'est est-ce qu'il a souffert ? Effectivement, on a pu démontrer, parce que certains témoins disaient que les voitures étaient accidentées, que des gamins avaient brûlé dans la voiture, alors qu'il n'y a jamais eu de gamins identifiés, par exemple. Et donc, est-ce qu'il a souffert ? Et on a pu démontrer que, effectivement, ils sont morts du fait de l'accident, du fait du traumatisme lié à l'accident, et non pas du fait de l'incendie qui a suivi. Il suffit de regarder au niveau, par exemple, des poumons pour se rendre compte qu'il n'y a pas eu de fumée inhalée, par exemple. Et la deuxième question, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que c'est lui ? Alors c'est là qu'effectivement, avec ce que vient de dire Charles Georget, le comparatif entre l'antémortem et le post-mortem peut être expliqué, peut être compris par tous, et permet d'affirmer, si vous avez une radio panoramique des dents en antémortem, vous en faites une en post-mortem, et puis vous allez constater que c'est exactement la même chose. S'il y a quelques petites différences, c'est parce qu'entre les 2 dates, eh bien, il y a eu peut-être des soins faits par un autre praticien, des choses comme ça, mais tout s'explique. Et là, on arrive à effectivement des identifications formelles pour toutes ces victimes. Mais moi, c'est la seule fois que j'ai été amené à recevoir des familles. C'est vrai que c'était un moment hyper difficile parce qu'on n'est pas formé pour ça. On n'est pas bon, il faut répondre à toutes les questions, et c'est ce que nous avons fait. Moi, j'avais juste une anecdote justement concernant cette problématique. C'est un accident d'avion qui s'était passé à Saint-Barthélemy, dans les Antilles françaises, où il y avait une vingtaine de personnes qui étaient restées au tas. L'avion s'était crashé, et parmi ces victimes, on avait une jeune fille dont le papa, qui était resté en métropole, était chirurgien dentiste. Et donc, quand il a appris ça, il est arrivé de suite, rapidement sur le territoire. Il voulait absolument identifier sa fille, parce qu'il lui avait fait les soins, parce qu'il lui avait changé des amalgames, il avait changé ça en composite, etc. Il voulait absolument identifier sa fille. Et là, on a passé plus de 48 heures à le convaincre de ne pas la voir, parce que ce qu'il allait voir, ça n'avait plus rien à voir avec sa fille. Et donc, à lui prouver qu'on était bon, qu'on faisait ça à longueur de journée, etc., et que c'était notre boulot, et qu'on était sérieux, etc. Il a fallu 48 heures, et au bout des 48 heures, il nous a quand même permis d'avoir son panoramique dentaire pour pouvoir l'identifier formellement. On l'a identifié, et on lui a prouvé qu'avec nos radios, etc., comparé aux siennes, c'était la bonne personne, mais qu'il ne fallait absolument pas voir cette fille, parce que c'était plus sa fille qu'il allait voir, c'était tout ce qu'on peut imaginer, sauf sa fille. Mais c'est très très dur d'arriver à convaincre quelqu'un. On a beaucoup bu après quand même, parce que c'était long, c'était très long. Je voudrais juste préciser quelque chose quand Pierre parle de stratagème. Stratagème, c'est pas dans le sens de voler quelqu'un, une idée ou quelque chose à quelqu'un. Là, c'est dans le but de protéger la personne. Ce qu'on va dire à la famille, ce qu'on va leur préciser, c'est des faits réels. Mais on évite absolument jusqu'au bout de leur laisser voir un corps. Il faut savoir une chose, c'est que si la personne veut vraiment voir un corps, vous êtes obligé de le faire. Là, il y avait eu
comment ça s'appelle, un immeuble qui avait brûlé voilà 2 ou 3 ans à Paris. Et parmi ces personnes, il y a une famille qui a vraiment voulu voir sa fille. On avait fait notre acte médico-légal et elle n'était pas très contente. Elle ne s'attendait pas à ça. Pour compléter ce que Donc, tu il faut vraiment croire le médecin légiste. Hein, on est quand même assermenté par les tribunaux. On n'a pas le droit de mentir. Hein, on ne le voudrait pas, je pense, déjà. Et on a des moyens d'identifier les gens. Quand on dit que la personne identifiée est identifiée, c'est marqué d'ailleurs, est identifiée de façon sûre et certaine. Hein, c'est formel et c'est là pour nous que c'est difficile hein, de faire renoncer à cette vue. Oui, pour compléter ce que tu viens de dire, Charles, en fait, on avait mis je ne sais plus combien de draps sur les corps en se disant on en enlèvera 1, puis 2, puis 3, puis forcément il devrait... on n'en est pas arrivé là, mais c'est hyper éprouvant et c'est un tel traumatisme pour le proche que il fallait trouver une solution, non pas, oui, je vais prononcer le mot de stratagème, mais il fallait trouver une solution pour arriver à dire la vérité sans la dire en quelque sorte, sans la montrer de toute façon. Et c'était pas facile. Attendez. Est-ce qu'il vous arrive, lors d'une catastrophe, de ne pas pouvoir identifier certains corps? Oui. Il y a toujours un petit lot qui n'est pas identifié, déjà par le dentaire, parce qu'il suffit que ce soit une personne qui n'ait pas été chez le dentiste. Il suffit que ce soit une personne édentée totale et qu'elle n'ait pas ses appareils. Et il y a plein de cas qui font que... bon, l'identification est relayée par l'ADN, par les empreintes digitales. Mais le dentaire, il faut savoir que le dentaire, pour le tunnel du Mont Blanc, il y a eu 39 victimes. Les 39 victimes ont été identifiées par le dentaire. L'ADN, il n'y en avait plus. C'était des cendres. On se retrouvait avec des gens qui étaient dans un carton comme ça, mais il n'y avait plus de matière organique avec du minéral, le calcium, tout ce que vous avez dans... Et puis, toi, tu peux en parler plus que moi. Oui, parce que moi, j'ai été à l'intérieur du tunnel du Mont Blanc alors qu'il était encore en feu. On était passé par le côté italien pour pouvoir rentrer, pour pouvoir déjà voir ce que l'on pouvait identifier ou pas. Et donc, c'est vrai qu'il y avait encore des flamèches, il y avait encore du courant électrique. C'était presque un film d'horreur, quoi. On se rendait compte qu'on allait avoir beaucoup de mal. Donc, on avait monté un stratagème avec les... Encore un stratagème, décidément, avec les pompiers qui nous amenaient, parce que l'accident s'était passé en plein milieu du tunnel du Mont Blanc, donc à peu près 12 km au 6e kilomètre. Et donc, avec les pompiers, ils nous emmenaient sur place, on avait une demi-heure pour travailler, et ensuite on revenait voir un médecin qui nous examinait, etc., parce qu'il y avait tellement d'inhalation, malgré les instruments et les casques que l'on avait, que c'était pas possible. Et là, c'était vraiment, comment vous dire, c'était une crémation intense, totale, et vraiment, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que de l'os, et encore de l'os friable, de l'os et du dentaire. Et encore, il fallait faire très attention, parce que des marchandises avec des camions qui s'étaient complètement affaissés, il fallait tout retirer petit à petit pour pouvoir essayer de retrouver des éléments de corps. Et quand on retrouvait ces éléments de corps, elles tenaient dans un carton qui était à peu près comme ceci. Tout qui pouvait être retrouvé tenait dans un carton pour chaque personne. Et donc, il y avait des quadrillages de voitures, etc. Parce que ce qui est important à savoir également, c'est que dans une voiture, quand vous avez 4 personnes, quand les personnes crament, sont carbonisées, et ben les corps, à bout d'un moment, ceux qui sont devant vont
basculer sur les corps qui sont derrière, il y a un mélange d'ossements incroyable. Et donc, tout le but de l'anthropologie et de l'odontologie, c'est de pouvoir arriver à déterminer quel corps appartient à un tel et quel corps appartient à un tel. Et donc, sur ce cas-là, 39 victimes ont été identifiées sur le dentaire parce qu'on avait vraiment des éléments dentaires qui étaient encore importants, mais qui n'étaient pas probants. Il fallait faire des radios. On a passé beaucoup de temps pour pouvoir les identifier. Et finalement, on a réussi à les identifier formellement. Oui, je voudrais poser une question qui amènera peut-être un peu de joie de vivre dans le débat de ce soir, j'en sais rien. Mais pour le commun des mortels que nous sommes, en tout cas que sont ceux qui vous écoutent, le légiste est surtout un personnage de film ou de série télévisée. Et en fait, j'aimerais savoir si vous avez des remarques ou des anecdotes sur la manière dont sont traités les légistes dans les séries en question. Waouh. Bon. Vous savez, on a déjà nos femmes, elles savent qu'on n'est pas des personnages de film. Déjà, il y a une première remarque, c'est qu'il y a souvent une confusion entre la police technique scientifique et le médecin légiste. Voilà, c'est ça qui a permis d'ailleurs de faire des vocations de médecins légistes parmi les jeunes quand la série Les Experts est apparue sur le marché. Dans la série Les Experts, vous avez un médecin légiste dans chaque série qu'on voit occasionnellement. On voit des corps, on voit de temps en temps un organe qu'on extrait. Dans le meilleur des cas, c'est, on va dire un cœur de veau qui est assez proche du cœur humain d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas franchement de grosses différences. Après, comment sont traités les légistes? C'est-à-dire que le problème d'une série, pour que ça marche, ou d'un film, c'est qu'il faut que le légiste soit un personnage qui a une vie tourmentée, qui a un secret, qui est exposé à la dangerosité de son métier, etc. etc. Au pire, ou au mieux, je ne sais pas comment le dire, la série Balthazar est pas mal. Moi, j'aime bien. Il lui arrive des choses extraordinaires. C'est un mec complètement starbé. Je ne sais pas s'ils ne se sont pas inspirés de mes bouquins pour ce qui est de son odorat, puisqu'il est toujours en train de tout sentir, ce que je fais depuis le début. Voilà, mais il lui arrive des histoires que le vrai légiste, finalement, c'est un fonctionnaire de la fonction hospitalière, voilà, qui a un objet d'étude un peu particulier, mais qui est très 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 loin de ce qui est affiché dans les séries et dans les films. Si, le détachement, bon, ça d'accord, puis l'humour noir, bon, ça je reconnais que... Et tous les légistes n'ont pas d'humour. Hein. Alors, dans les légistes, il y a de tout. Vous avez le déprimé, vous avez l'optimiste, vous avez le parano, vous avez le médecin légiste qui tue, vous avez le médecin légiste qui... Ouais, et vous avez le médecin légiste qui est victime de son appétence sexuelle. Voilà. Ah ben si, dans la vraie vie du légiste, c'est ça. Mais c'est pas tous les jours, évidemment, c'est pas chez nous. Hein. Bon, mais... Alors, quand je dis vous avez le légiste qui tue, en fait, je fais référence à une affaire que j'ai beaucoup suivie qui s'appelle l'affaire Muller. Muller, c'était un médecin légiste de l'Est de la France dont la femme s'est suicidée en se tirant une balle dans la tête avec une de ses armes, puisque c'était aussi un tireur sportif. Bon. Et il se trouve qu'au début, donc, la qualification de suicide a bien été retenue, il n'y a pas eu de problème. Et puis au bout d'un an, la famille a commencé à se dire que non, le boulot avait été mal fait, que ceci, que cela, patati, patata. Bref, le légiste s'est retrouvé aux assises, donc mis en examen d'homicide volontaire, puisqu'il... Voilà. Et donc condamné 20 ans de prison, 20 ans de détention criminelle. Donc il a fait appel, il s'est repris 20 ans. Bon... et puis il s'est pourvu en cassation et là il y avait un vice de procédure dans le dernier appel, donc effectivement l'affaire a été cassée et a été rejugée. Bien. Et là c'est Dupond-Moretti qui a pris l'affaire en main, qui est venu à la défense de Muller avec une particularité très spécifique, c'est que la justice n'avait jamais voulu qu'il y ait de reconstitution criminelle. Ils ont toujours refusé, ce qui, pour moi, est un scandale. Bon. Et il se trouve que lorsque vous tirez... Je vous donne quelques renseignements pour vous éviter de penser que vous pouvez faire le crime parfait.
Quand vous tirez une balle dans la tête de quelqu'un, il y a donc alors la tête va éclater, la balle va traverser, aller se fixer dans un autre endroit, et vous allez avoir un certain nombre de projections de sang. Mais les projections de sang, vous les avez à la sortie de la balle, mais vous avez aussi des projections de sang à l'entrée. C'est-à-dire que l'énergie va faire sortir du sang vers vous, le tireur. Donc, les projections de sang sur l'environnement ne sont pas du tout les mêmes selon que vous vous suicidez ou selon qu'on vous suicide. On dit qu'on vous tue. Voilà. Et la reconstitution criminelle aurait permis de montrer que, effectivement, le meurtre était impossible. Bon, seulement, les juges d'instruction avaient un parti pris vraisemblablement dans cette affaire. Et puis après, je vous dis, on a constamment interdit à Muller de bénéficier d'une reconstitution criminelle. Alors, c'est allé très loin, puisque le professeur Mangin, qui était le directeur de l'Institut médico-légal de Genève et de Lausanne, qui est en fait à l'origine le directeur de l'Institut de médecine légale de Strasbourg, avait été sollicité pour faire une reconstitution officieuse avec un huissier. Et donc, ils étaient allés, ils avaient remis tout l'environnement. Et Muller, il y avait 3 hypothèses, hein, suicide, homicide, et puis homicide avec un deuxième coup pour brouiller les pistes, etc., etc. Et donc, Muller cette reconstitution avait été faite en étudiant les différentes hypothèses. Mangin, c'est pas n'importe qui, c'est ni plus ni moins qu'un des plus grands légistes mondiaux de notre époque. Voilà. Et la conclusion de Mangin, puisque j'ai eu accès au dossier, la conclusion de Mangin était que c'était impossible. Le suicide, c'était la seule possibilité. Bien. En tenant compte de l'environnement, des traces de sang, des photos, patati patata. Qu'est-ce qu'il a fait, Akitator ? Il est arrivé au procès d'assises, il a ramené tout le matériel, il a fait la reconstitution dans le procès d'assises, puisque les gens ne voulaient pas lui fournir la reconstitution à M. Muller. Moralité, il est acquitté. Voilà. Et donc, il a perdu quand même 20 ans de sa vie, une carrière foutue, enfin tout. Voilà. Et je ne sais plus pourquoi je parle de ça. Ah oui, la question aux origines, c'était oui, dans la vraie vie. Donc oui, il y a un légiste, c'est un homme comme un autre, sauf qu'il a quelques connaissances un peu pointues. Et donc, je vous assure que faire croire à un suicide avec une arme à feu, c'est pas la bonne technique. C'est très compliqué de tuer quelqu'un. Si vous avez des velléités, alors, messieurs, tapez pas vos femmes, barrez-vous, puis voilà. Il y a un moment, le salut est dans la fuite. Et réciproquement, mesdames. Et réciproquement, mesdames. Sachez que dans le phénomène criminel, ce qui marche, voilà, c'est le petit vélo qui tourne dans la tête. C'est la pensée obsessionnelle, sur mon voisin, c'est un sale con, il a fait ceci, il a fait cela, patati patata, ou ma femme, gna 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 gna. Bon, c'est votre inconscient. Donc, alors ça, c'est pas l'accès à l'inconscient n'est pas possible pour tout le monde. Il faut 10 ans de psychanalyse pour accéder à peu près à son inconscient. Et puis, c'est les hormones. Alors après, au risque de paraître sexiste et de faire des réflexions déplacées, les hormones mâles ne sont pas les hormones femelles. Ça a des avantages, des inconvénients des deux côtés. Pourquoi est-ce que les hommes sont plus particulièrement portés sur la violence ? C'est parce qu'on a des hormones qui sont des hormones mâles. Testostérone, c'est inscrit dans notre biologie depuis des millions d'années. C'est comme ça que ça se passe depuis des millions d'années. Et je crains que ça ne dure un certain temps encore. Donc après, il faut maîtriser. Il faut toujours... Ah oui, la dernière des choses qui nous fait tuer, c'est notre cerveau reptilien. C'est-à-dire le cerveau primitif, celui de l'attaque et de la défense. C'est celui qui vous permet de sauver votre peau quand il faut. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a de plus con qu'un mec qui s'obstine ? Voilà. 2 mecs qui s'obstinent. Voilà. Alors, si vous êtes capable de ne pas vous obstiner et de dire le salut est dans la fuite, vous contrôlez tout. Alors, d'accord,
vous allez vous retrouver dans la merde parce que vous avez plus votre environnement, vous avez plus ceci, vous avez plus cela. Mais pour les violences conjugales, la fuite, c'est la solution. Le divorce, qui se passe bien, c'est la solution. Si le divorce passe mal, il faut faire gaffe. N'oubliez pas qu'il y a des phénomènes d'emprise et des phénomènes de domination des hommes sur les femmes, mais dans 15% des cas, des femmes sur les hommes, parce qu'on parle toujours des femmes battues, mais il y a 15% de mecs battus sur les victimes de violences conjugales. Voilà. Bon, ben, dans ces circonstances-là, il faut rompre, il faut couper le lien. Et si on coupait ces liens-là, on éviterait 300, 400 morts par an, facilement. Homicides. Il y en a entre 800 et 1000 tous les ans, des homicides. Voilà. Donc, bon, je suis loin de la série Les Experts, mais c'est une petite digression en cours de route. Enfin, tout ceci pour dire que je suis très envieux de Balthazar, mais bon, en plus, il a des capacités physiques, et puis voilà, il est beau, il a le ventre plat, tout, il a du charme. Il paraît qu'il est odieux sur les scènes de tournage, mais ça me rassure un peu. Si, il paraît. Mais bon, très exigeant. Très exigeant. Voilà, mais dans la vie quotidienne du légiste, non, c'est fonctionnaire de la fonction hospitalière, ou fonctionnaire d'État, selon que vous êtes maître de conf ou pas. Et puis c'est une petite vie de routine gentille. Mais on peut avoir peur parlent pas aussi. beaucoup. On peut avoir des mésaventures. Ça m'est arrivé une fois, il y a 25 ans à peu près. Tu es là-bas. Je te l'ai déjà raconté. T'as bien rigolé. Non, mais je vais vous raconter ça. Je ne sais pas si c'est vraiment drôle, mais la mésaventure, je me suis retrouvé à l'IML de Paris, donc l'Institut médico-légal de Paris, en plein hiver. Il était 7h30 du soir, tout le monde avait débauché. Il fallait que je fasse mon examen dentaire sur une personne qui était putréfiée. Donc, dans la salle des pourris, pour vous dire. Non, mais c'est comme ça qu'elle est nommée. C'est pas la plus belle des salles. C'était une grande salle, noire, et avec le cialytique. C'est la plus odorante. C'était oui, avec le cialytique qui allumait. Voilà 25 ans, il y avait des petites boîtes par terre avec des petits grains roses dedans. Parce qu'il y avait des rats. Et tout ça serait bien passé, sauf qu'à un moment, je me retrouve avec une main aux fesses. Tout seul, dans le noir, sous le cialytique, une main aux fesses. Arrête. Où tu es? Je pensais que c'était un collègue qui était là et puis qui me faisait une plaisanterie. Bon. Rien. J'étais quand même pas très à l'aise. Je me remets à l'ouvrage. 5 minutes après, une main aux fesses. Franchement, j'étais vert. Où es-tu? Toujours pas de réponse. Et une troisième fois, et là, je ne bouge pas. Et je m'aperçois que le cadavre qui était là avait la main comme ça. Et à chaque fois que je reculais, je me mettais une main aux fesses. Et c'est réel, hein. D'autres questions? Oui, une question plus pour Monsieur Sapané, suite à la lecture de vos livres. Malgré le fait que vous devez beaucoup écrire, je le comprends, je le conçois, comment faites-vous quand même pour témoigner quand les procès se passent plusieurs années après, pour pouvoir vous en souvenir, même si vous avez, à mon avis, déjà presque tout écrit dans vos rapports? Il y a certainement des questions qui doivent arriver au tribunal qui doivent être déconcertantes. Alors, le tribunal, c'est le lieu de tous les dangers pour le légiste au moment de sa déposition. Je vous explique pourquoi. Ce n'est pas tellement sur les raisonnements scientifiques que je pourrais être pris à contre-pied, c'est par les manœuvres des avocats lorsqu'ils ont décidé
de vous mettre en difficulté, y compris par des questions qui n'ont pas de sens. Voilà. Ça se gère. Ça se gère. Il y a déjà... Alors, je vous explique comment dans la vraie vie ça se passe. Je reçois la convocation, des fois c'est 10 ans après l'autopsie. Hein, puisque ça m'est arrivé 10 ans après, je n'ai aucune nouvelle, je n'ai eu aucune nouvelle, je n'ai que mon rapport et mes photos. Donc mon rapport, il est archivé, informatisé, je le ressors, je le relis, je l'imprime. Ensuite, je revois les photos et après, sur les photos, je prends les 3-4 photos qui m'intéressent plus particulièrement, qui vont me servir pour ma déposition. Une fois que ça c'est fait, j'attends gentiment la veille des assises, je relis ça en vitesse. Et après, le temps que j'écoute, puisque j'arrive toujours, le plus souvent en avance, de telle façon que je puisse entendre le directeur d'enquête. C'est-à-dire le directeur d'enquête, c'est celui qui va vous faire le résumé de toute l'affaire, y compris d'ailleurs le résumé de vos constatations à vous, médecins légistes, alors que nous, on va les expliquer après. Et donc, ça me permet de prendre connaissance de ce qui m'a manqué pendant 10 ans, puisque je n'étais pas au courant. Après, d'un point de vue technique, je fais habituellement un schéma très rapide sur mon rapport, où je mets les 3-4 points que je veux mettre en exergue, sur les lésions associées, les causes de mort et la circonstance. Après, c'est de l'oral. À l'oral, je ne suis pas trop mauvais. Donc, voilà. Donc, après, je fais ma déposition. Mais qu'est-ce qui m'a aidé dans tout ça? D'abord, les affaires criminelles. Il n'y en a pas non plus 600 dans la région par an. Hein, il y en a un certain nombre. Quand vous avez 3-4 affaires pour un légiste dans une équipe, quand il a 3-4 affaires criminelles dans l'année, c'est déjà pas mal. Ça ne représente pas toutes les autopsies qu'on fait. On fait beaucoup plus d'autopsies. En France, il y a à peu près 15 000, pour l'ensemble du territoire, il y a à peu près 15 000 opérations médico-légales qui sont faites tous les ans, mais il n'y a que 800 à 900 crimes. Vous voyez, le reste, c'est des morts suspectes ou accidentelles ou des suicides pour lesquels on veut vérifier qu'il n'y a pas de responsable. Voilà. Donc tout ça, c'est oublié après. Sauf pour mes bouquins, mais ça c'est autre chose. C'est oublié. Bon, après, donc pour les affaires criminelles, alors moi j'ai une mémoire assez fantastique, donc je l'utilise. Et puis ensuite, j'ai effectivement mes supports de travail, c'est-à-dire mon rapport et mes photos. Le fait de les avoir revus la veille, ça me replonge dans l'affaire, et donc ma mémoire revient. Et donc, je n'ai pas de problème particulier. Après, ce qu'on attend d'un légiste, ce n'est pas qu'il raconte une histoire, c'est qu'il vous dise une vérité scientifique. Donc, il faut que ça soit argumenté d'un point de vue scientifique. Donc, alors, c'est là où vous avez 3 solutions. C'est que vous pouvez affirmer que ne pas, ou vous ne pouvez pas répondre à la question qu'on va vous poser. Ce qu'il faut faire, c'est jamais essayer de répondre à tout prix. Moi, un jour, j'ai un avocat qui commençait à me faire chier, ça faisait 20 fois qu'il posait la même question, etc. etc. Et puis, la présidente m'a dit, mais docteur, s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Et effectivement, il y a des fois, il n'y a pas de réponse. Après, moi, je considère qu'au bout de 3 fois, quand on me pose la même question sous une forme détournée, j'arrête de répondre. Je me tourne vers l'avocat, je lui dis, maître, bon, ça va. 1 fois, oui, 2 fois, oui, 3 fois. Vous me posez 3 fois la même question sous des formes différentes. Ma réponse ne changera pas. Oui, ce monsieur était alcoolisé. Il s'est pris un coup de poing dans la figure par la personne qui est ici, donc aujourd'hui jugée. Le coup de poing l'a envoyé par terre et il a heurté le macadam avec son crâne. Il a fait une fracture du crâne et un hématome extradural, un saignement dans l'intérieur du crâne qui l'a tué. Et il y a un continuum dans tout ça. C'est pas la peine de me faire dire que c'est le fait qu'il soit alcoolisé qui l'a fait chuter et l'a fait tuer. C'est pas ça, c'est le coup de poing. Donc je persiste à dire qu'il y a eu un coup de poing, que ceci, que cela, patati patata. Et donc vous pouvez me poser la question une 4e fois, vous aurez la même réponse. Voilà. Alors après,
de temps en temps, ça ne se passe pas trop mal avec les avocats, mais il y a de temps en temps, oui, c'est eux qui nous posent le plus de problèmes, en fait. Après, il ne faut pas se louper, il faut être consciencieux, il faut faire bien son boulot, il faut être vigilant, il faut tout noter, il ne faut pas oublier des choses. Voilà. Voilà comment on essaie de s'en sortir. Et il y a l'ère Constitution, c'est pas mal non plus. Ah, puis il y a l'ère Constitution, oui, bien sûr. L'ère Constitution criminelle, c'est un grand moment. C'est-à-dire que vous avez 30 personnes dans la pièce, là, et puis on va voir si ce que raconte l'auteur correspond à ce que vous avez trouvé. Alors là, c'est un grand moment. Parce qu'il y a des fois, ah non, ça colle pas. Bon, alors il raconte une autre histoire. Là, c'est le balisticien qui dit « Ah non, ça colle pas ». Bon, alors il raconte une autre histoire. La troisième fois, non, ça colle pas non plus, parce que le coup de feu, il n'a pas été tiré comme ça, c'est pas possible. Si, je suis sûr. Bon, d'accord. Alors les experts vous expliquez comment ça a été fait. Vous étiez dehors, vous attendiez la victime et vous l'avez tiré au moment où la porte était ouverte, et voilà. Il n'y a que ça comme possibilité. Non, mais pas du tout. Je ne l'attendais pas. Bah oui, parce que préméditation, ça coûte cher. Voilà. Donc il y a tout un... Après, c'est les problèmes de gestion des avocats et de ces difficultés-là. Il y a des fois, c'est l'avocat qui vous sort « Oui, j'ai demandé l'avis à un de vos confrères légistes et à un neurochirurgien qui ne sont pas du tout d'accord avec vos conclusions. » Ah. Alors, bon, déjà, il y a le ministère public, enfin l'avocat général qui se lève en hurlant en disant « Mais comment où il est, le légiste qui a été sollicité et le neurochirurgien qui a été sollicité ?» Et là, moi, je rajoute « Bah oui, effectivement, c'est dommage, j'aurais bien aimé discuter avec eux. » Voilà, ils essaient de vous mettre en difficulté de temps en temps. Ça m'est arrivé aux assises d'être en contradiction avec l'expert en balistique. Ah là, c'était chiant. L'expert en balistique, il disait tir de face. Non, moi je disais tir de face, lui disait tir dans le dos. Donc, je fais ma déposition. Le président me dit « Docteur, je voudrais que vous attendiez que le balisticien ait fini. » Bon, j'entends le mec, je dis « Oh putain, on est mal. On est mal. On va avoir des questions. » Bon, le président... Est-ce que la partie civile a des questions? Non, monsieur le Président. Est-ce que le ministère public a des questions? Non, monsieur le Président. Est-ce que l'avocat de la défense a des questions? Non, monsieur le Président. Bon, vous êtes libre. Alors, on est partis tous les deux rapidement, très rapidement. Alors, le balisticien à la sortie me dit « Ouais, j'y ai passé des heures, vous vous rendez compte, puis en plus on n'est pas d'accord, ils auraient au moins pu nous interroger. » Bon, en fait, il y avait la paix sociale qui était en jeu. C'était un litige entre gens du voyage, sédentarisés. Donc il y avait le premier groupe sédentarisé, le deuxième groupe sédentarisé, puis ils avaient fricoté les uns avec les autres. Et puis, madame avait fauté avec... et ça s'était terminé à coup de fusil. Bon, voilà. Il a pris 3 ans pour homicide involontaire. Ça a arrangé tout le monde. Donc on n'a pas eu de questions. Enfin, c'est mon interprétation, parce que sinon ça n'a pas de sens, c'est impossible. Donc, vous voyez, des fois, la paix sociale a un prix. Bonsoir. Moi j'ai une question concernant les morsures. Est-ce que les problèmes, les traitements odontologiques, ça peut entraîner des problèmes d'identification, de type les appareils dentaires qui du coup réalignent les dents? Est-ce que ça peut entraîner des problèmes d'identification des personnes? Je dirais non. Non, au contraire, ça peut jouer pour l'identification d'une personne, parce que, notamment au niveau des morsures, parce qu'on va retrouver certains éléments, notamment les gens qui ont des bagues, etc. Donc, vont peut-être marquer sur la peau et on va retrouver ce genre de choses également. Donc, non, ça va, au contraire, ça va nous aider dans l'identification. Et puis, notamment aussi dans la pure identification en dehors des traces de morsures, c'est des éléments qui sont orthodontiques et qui vont nous permettre d'identifier formellement une personne par rapport à la recherche que l'on va faire avec les praticiens spécialistes
cette spécialité. Même après traitement? Même après traitement, bien sûr. Alors après traitement, il reste encore des petites choses malgré tout. Il reste des petites choses sur les dents qui sont infimes, mais qui vont nous permettre à nous d'identifier formellement une personne grâce à ceci. Parce qu'on parle d'identification visuelle ou alors avec des mesures spécifiques, mais il y a encore aussi une autre identification dont on parle peu, c'est l'identification chimique, à savoir ce que l'on va retrouver, ces petites choses qu'on peut retrouver sur les dents, qu'on va analyser chimiquement pour pouvoir savoir de quel matériau sont faites ces petites choses que l'on va retrouver, et ensuite arriver à dire ce que ça peut être par la suite. Pour illustrer mon propos, il y a des gens sur lesquels on n'a pas vraiment d'identification possible et inimaginable parce qu'ils n'ont pas de traitement, ils ont des grosses caries, ils n'ont pas de soins, ils n'ont rien du tout, sauf qu'ils ont du tartre dentaire. Des fois, on a du tartre dentaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le tartre dentaire, c'est très piégeant pour pas mal de choses, pour la nicotine, le tabac, pour le thé, pour le café, mais également pour des gens qui prennent des traitements à long terme. On va retrouver des molécules de ces éléments-là qu'on va analyser et on va pouvoir dire à un moment donné que telle personne prenait tel traitement à long terme, etc. Donc, il y a des choses qui sont vraiment peu probantes d'un premier abord, mais qui peuvent nous aider finalement à identifier formellement une personne. Une dernière question peut-être? Je fais le tour. Bonsoir. Alors, si c'est une dernière question, j'aimerais savoir si vous vous êtes concerté pour savoir si chacun d'entre vous accepterait d'être autopsié par les 3 autres pervers. Bon alors, soyons très clairs, hein, il est hors de question qu'eux m'autopsient parce qu'ils n'ont pas la compétence. Alors, ça va ressembler à une boucherie terrible. Ensuite, moi, il est hors de question que je les autopsie. Je les aime. Alors, ça m'est déjà arrivé d'autopsier des gens. Hein. Il y en a un, je ne l'aimais pas du tout, donc ça a plutôt été du domaine du plaisir. Ah bah, non mais je suis un légiste, c'est un homme, hein, donc, appelons un chat un chat. Il y en a un autre, j'étais un peu triste pour lui, mais bon, de toute façon, j'étais le seul, et il fallait bien le faire. Mais après, eux, là, non, je les envoie ailleurs. Hein, ou alors je confie ça, mais on externalise ou on confie ça à mon équipe qui ne les connaît pas. C'est jamais, non, pas les étudiants, c'est jamais très agréable d'autopsier ou de faire l'examen externe de quelqu'un que vous connaissez. Mais forcément, quand vous êtes un légiste, maintenant, c'est obligé qu'un jour ou l'autre, on se retrouve. Voilà, il suffit qu'il y ait quelqu'un dans l'hôpital que vous connaissiez, et puis que soit il se suicide, soit il est victime d'un accident ou autre, et vous serez amené à le faire. Mais non, entre nous, non, c'est pas. D'ailleurs, on ne s'était pas concerné avant, mais on n'a pas envie. Après, si eux m'identifient, c'est que, de toute façon, je serai dans un état tel que je ne serai pas présentable, donc ils me reconnaîtront qu'a posteriori. Donc ils n'auront pas le temps de se dire « Ah, zut, c'est lui, quel dommage, mon Dieu, c'est le dernier outrage qu'on va faire, je vais mettre les mains dedans, etc. etc. » Oh putain, qu'est-ce qu'elles sont grosses. Enfin bon, je vous laisse imaginer les détails. Oui, les commentaires. Molaires. Les molaires. Comment? Les molaires. Le bonheur, ouais. Ou l'inverse d'ailleurs. Une petite dernière. Rapide. Ah. On a encore le droit? Oui, moi je reviens sur les petites anecdotes que vous aviez. Vous êtes très cartésien, c'est toujours très matérialiste sur vos anecdotes. Et moi j'aurais voulu savoir si vous aviez été, à un moment donné, comme vous côtoyez la mort comme personne finalement, est-ce que vous aviez vécu
des expériences plutôt paranormales par rapport... Oh, le pied! Alors... Par rapport à finalement à une question qui reste sans réponse. Et vous êtes au chevet de cette porte. On va être très clair, moi, les autopsies, ça me rassure. Parce que lui, il est mort, moi, je suis vivant. OK ? Ensuite, les autopsies, ça me fait dire que finalement, la mort, c'est comme une coupure d'électricité où vous n'avez plus d'eau, plus de gaz, plus d'électricité, plus d'image et plus de son. La mort, c'est pas différent, à mon avis, de la perte de conscience que vous avez quand vous faites un malaise hypoglycémique. Malaise hypoglycémique, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont pu vivre ça. Moi, je l'ai vécu au bloc opératoire un jour. Je me suis senti pas bien. J'ai vu mon champ visuel se rétrécir et rester qu'un tout petit truc lumineux. Bon, après, j'ai du bol, je ne me suis pas effondré et c'est revenu à la normale. Mais j'imagine très bien que quand le truc lumineux s'éteint complètement, alors vous vous cassez la gueule, évidemment, vous avez perdu connaissance, c'est pas grave, ça va revenir, mais la mort, finalement, c'est vous avez perdu connaissance et ça ne revient pas. Bon. Ce qui peut être désagréable, c'est les circonstances de la mort. Et si vous êtes torturé, c'est pas drôle. Si c'est un crash d'avion, ben, c'est immédiat, donc ça a beaucoup d'avantages. Si c'est etc., etc., etc. Donc, finalement, c'était une excellente façon d'apprivoiser la mort. Maintenant, vous me demandez les expériences paranormales. Alors, il y a la petite mort. Hein. Il y a quoi? La petite mort. Ah oui, non, mais ça, je ne parlerai pas de ma vie sexuelle parce que ça... Bon. Tu ne m'entraîneras pas sur ce sujet. Qu'est-ce que je disais? Oui, paranormal. Donc, ça va vous paraître très bizarre. J'ai fait un certain nombre de voyages à l'étranger, indépendamment des histoires de médecine légale, comme mes gentils collègues qui, chaque fois qu'ils ont un avion qui s'écrase, prennent l'avion présidentiel. C'est presque un jet privé. Par les temps qui courent, je m'en vanterai pas, hein, les gars. Mais bon. Et donc, du coup, moi, je devais faire un voyage au Sri Lanka il y a très longtemps, et puis, pas de bol, leur tsunami de merde m'a rasé mon Sri Lanka où je devais aller. Et donc, cette année-là, j'ai pas pu. Et j'y suis retourné récemment pour le travail, mais pas. C'était pour des formations à l'étranger. Bon, bref. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien vivre, à la fin d'une des journées, à l'hôtel, ils proposaient, entre autres, il y avait un salon de massage, mais les massages classiques, tout ce qui est plus classique, style massage balinette, etc., etc. Et donc, avec ma femme, et toc, voilà, comme ça, déjà, ça calmera les choses. Nous nous sommes fait faire un massage balinette, tous les deux. Bon, donc vous savez comment ça se passe, il y a la petite musique, tout. Et là, ça a été tout à fait extraordinaire, parce que j'étais en train d'imaginer cet hôtel qui n'était pas très loin de la mer, qui avait pris la vague de plein fouet, mais pas les derniers étages. Bon, j'étais en train de m'imaginer, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça, le tsunami qui arrive, qui rase tout, sauf le masseur et moi là-haut. Et figurez-vous, je me suis endormi, comme ça m'arrive souvent quand je fais des massages comme ça, c'est très agréable. Et il y a un moment, je me suis donc vu, alors, je suis sorti de mon corps, voilà, et je me suis vu, quoi. Mais j'étais au-dessus, ok? Bon. Et puis là, il y a la dame, finish, yes. Je suis redescendu dans mon corps. Voilà, c'est ma seule expérience, elle n'est pas... J'aime bien, c'est un bon souvenir. Alors, bon, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, hein. Je vous laisse voir. Ça ne perturbe pas mon esprit cartésien. Hein. Mon esprit cartésien, il me dit que le cerveau, c'est un truc fantastique. Votre cerveau consomme 20% de l'énergie que vous absorbez tous les jours. 20%. Pour juste un petit organe, même si vous foutez rien. Hein? Vous êtes allongé sur votre lit en train de rêvasser. 20% de votre consommation du métabolisme, de tout ce que vous avez mangé, c'est fait pour le cerveau. Inutile de vous dire que c'est quelque chose. Le cerveau, c'est un truc prodigieux. Et donc à partir de là, il a le droit de dériver, il a le droit de s'envoler, de sortir du corps, tout ça. Je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus. Mais je reste cartésien. Oui.
l'un n'empêche pas l'autre. Mais Non. Vous pouvez être amené à vivre des expériences ou des perceptions très fortes, vu que oui. vous êtes dans des conditions qui relèvent de... Ah ben, il y a des grandes émotions hein, avec les cadavres. Hein. La première fois que je me suis retrouvé, j'ouvre un crâne, il y a cette espèce de magma de cerveau dégoulinant, et puis au milieu, il y a un machin qui bouge. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'était un scarabée, ok, il était en train de bouffer. Je l'ai dérangé dans son repas, hein. Voilà. J'aime pas les gros asticots, par contre. Alors ça, je ne comprends pas. Les odeurs, ça ne me dérange pas, parce que je me référence tout de suite à une odeur que j'aime. Mais les asticots, j'y arrive pas. Surtout les asticots sauteurs. Alors, dans les fromages corses, il y a des asticots sauteurs. Mais ils ne sont pas du tout pareils. Hein. C'était tout petit, très fin. Puis ça a fait beaucoup rigoler les légistes. Puis, les films. Je voudrais vous rassurer, par contre, on va peut-être se quitter tout à l'heure, dans de bonnes conditions. Mais si vous prenez l'avion, n'ayez pas peur. On est proche de vous. C'est très bien. Peut-être à Lyon. Et j'allais parler justement du Lyon-Strasbourg. Je ne sais pas si vous vous souvenez où il y avait eu un accident sur le mont Saint-Odile. Hein, c'est très connu. Et là, on est en train de travailler parce que, bon, on ne peut pas s'arrêter comme ça avant la retraite. Donc, on est en train de voir le 8e bouquin avec M. Conigliaro. Là, on est branché à l'IRCGN pour faire un travail sur les catastrophes. Et donc, on a manipulé pas mal de rapports, dont les rapports du BEA. Hein, vous connaissez le BEA. Le bilan, le bureau en tête accident, qui parle, ce rapport de cet accident-là sur le mont Saint-Odile. Et à un moment, il y a une hôtesse de l'air hein, qui était vivante. Hein, il y a eu 8 survivants, 86 morts, qui raconte qu'elle s'est aperçue de rien. Donc, et il y a un monsieur aussi, ils ont tous témoigné que effectivement il y a eu une coupure d'un seul coup, mais ils ne se souviennent de rien. Hein, donc vous voyez, c'est pas si pénible que ça. Pour terminer sur une note joyeuse et pour passer une bonne nuit, vous auriez tous en quelques mots une petite anecdote ou juste nous dire ce que vous préférez dans votre métier ? À part les jets privés et les massages balinés. La question... Bon, avec les massages balinés et les jets privés, alors. Moi, j'aime bien déjà pouvoir communiquer avec les gens. Donc, on se retrouve des fois dans des endroits comme ça en Argentine... C'est niet. Moi, je ne parle pas l'espagnol. Et on se sent un petit peu délaissé à table avec le procureur de la République qui vous invite. Par contre, il nous avait invité, j'ai jamais vu ça en France, un procureur de la République qui vous invite chez lui pour faire un barbecue. Et ça avait été sympa. Voilà une petite anecdote favorable. Vous avez fait goûter du vin. Il était bien éméché, nous aussi. J'étais tombé sur un très gros caillou. J'avais pété mes lunettes. Je suis rentré chez moi, ma femme n'était pas là. J'avais 2 jours pour réparer les lunettes, réparer le nez, tout, pour que ça ne serve de rien. Ça, c'est une anecdote dont je me souviens aussi. Moi, c'est pas une anecdote, c'est plutôt une réflexion générale. La vie est belle, il faut la vivre, il faut en profiter. Il ne faut pas attendre la retraite. Quoique...
J'avais une dernière anecdote. C'était aux Antilles avec un médecin légiste, un chirurgien dentiste légiste qui n'avait jamais bu de petit punch. Et à la fin d'une mission, on avait été boire un petit punch. Et il avait trouvé ça super bon. Et surtout que les petits punch aux Antilles, certains sont bien calibrés. Et donc, il en avait bu un, mais comme on boit un verre d'eau, c'est bon ça. Le deuxième, c'est bon. Troisième, on a essayé de se lever, il n'est pas arrivé à se lever. Et donc, on a pris un taxi pour rentrer et il délirait un petit peu beaucoup. Donc, il a pris le chauffeur de taxi pour une vache. Et il voulait absolument embrasser la vache. Donc, voilà. C'était une anecdote comme ceci. Eh ben, merci beaucoup à tous les quatre. Monsieur...